Est-ce que vous en avez marre des gilets jaunes? Ah, ouais, un peu. Un peu, parce que tous les samedis, il y a des manifestations. Là, il n'y a pas énormément de monde. Parce qu'il y a 4000 personnes dans la rue. Il n'y a pas 4000 personnes. Je vous ai dit que vous avez un réel problème de maths. Les gilets jaunes sont, à mon avis, désormais pliés et rangés une bonne fois pour toutes dans les armoires. 34% d'opinion favorable, c'est le dernier sondage Match. Plus 6 points. Plus 6 points. Macron est décidément très fort. Ah, ça vous agace, mais je suis désolé. Je ne suis pas un macroniste, vous le savez bien, mais là, quand même, il est très fort et il est en train de gagner le bras de fer avec les gilets jaunes. On a été extrêmement choqués, nous, médecins, infirmières, aides-soignants, de la gravité des blessures qui ont été infligées aux manifestants français. Ce sont pour moi, à proprement parler, des blessures de guerre. C'est le moment où effectivement je vois ma main et c'est le moment où je hurle d'horreur parce que effectivement la main n'avait pas été complètement arrachée, c'est-à-dire qu'elle pendouillait de mon poignet avec les os complètement mis à nu. Non mais il cherche sa perte le type, au bout d'un moment il faut le dire. Si la grenade lui était arrivée directement dans la main, oui, on pourrait effectivement poser des questions, mais là il se penche, on le voit, les images parlent d'elles-mêmes, il se penche, il récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Moi, j'ai passé la nuit avec la famille. De se permettre de dire ça, c'est lui, il est dégueulasse comme mec. Parce que moi, j'ai passé la nuit avec la famille. Parce qu'ironie du sort, j'ai un ami qui a été blessé pendant la manif. Je l'ai rejoint aux urgences. Et il y avait la sœur de Sébastien qui a eu la main arrachée. Et ensuite, il y a les parents qui sont arrivés. Faut voir la détresse. Tous les matins, je me levais, il y avait l'ophtalmo qui me regardait l'œil et qui me disait « Tu vois quelque chose là ?» Je disais « Non ». Il me dit « Bon, okay, c'est mal barré, quoi. » Mon œil, il a été éclaté comme si vous preniez un grain de raisin et puis que vous l'éclatiez entre vos doigts, donc il ne reste plus que la peau. Ce manifestant, lui aussi blessé par un LBD, à la bouche cette fois. J'avais des dents de cheval. J'avais des grandes dents et je souris tout le temps. Même là, je souris beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal. Et franchement, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas. Il n'y a pas d'avenir pour l'instant. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir et c'est dur. C'est dur quand on a 40 ans, qu'on a une femme qui a 30 ans, qu'on n'a pas encore d'enfants, qu'on veut essayer d'en faire. Et ma convoque que notre vie est gâchée parce que moi je suis minutieux. Enfin voilà, non, c'est baisé pour moi. Pour moi, ce sera foutu, j'aurais plus de travail. Parce que quel patron voudra d'un employé avec un œil en moins? Là, je suis en arrêt maladie, je devais signer un contrat. Le contrat, du coup, il est remis en doute. Je vous invite à être borgne au moins une journée de votre vie. C'est super facile. J'ai attrapé avec ma main forte, effectivement. Donc maintenant que je ne l'ai plus, je suis obligé de tout faire avec la main gauche, en sachant que c'est beaucoup plus compliqué. Il me reste des grosses douleurs et là, en plus de ça, maintenant, c'est que j'ai toujours les acouphènes, j'ai toujours les vertiges, et puis le gros problème qu'il y a, c'est qu'en plus j'ai des angoisses. Donc voilà, et puis j'ai perdu l'odorat aussi au passage, donc aujourd'hui je sens plus rien. Alors tu inspires, tu fais monter les mauvaises énergies qui sont situées au niveau de ton ventre. Il y a une zone qu'on appelle le dantian, qui est sous ton nombril. Je supporte plus de sortir toute seule. Je comprends pas pourquoi, parce que je sais que personne va me tirer dessus dans la rue, mais voilà, la femme de 34 ans est devenue une petite fille de 12 ans. Alors tu imagines que tu prends les mauvaises énergies, là, tu les fais monter, et elles sortent par la bouche, et tu les renvoies ailleurs. Je mange pas, je dors pas. À chaque fois que je veux dormir, que je ferme les yeux, j'ai des flashs où je revois la scène, en fait. Tu prends une boule d'énergie que tu vois là, tu la matérialises, c'est un peu comme un ballon de football. Tu joues un peu avec, puis après tu la prends, et puis tu la fais rentrer en toi, tu l'aspires, et elle descend au fond de toi, elle rejoint cette zone du dantian, comme si c'était un petit lac. Tu imagines un petit lac, puis tu vois en fait cette boule d'énergie qui rentre en toi. Et comment se reconstruire quand votre propre gouvernement et une grande partie de la société nient votre existence? Dès le mois de décembre, les blessés se comptent en centaines et pourtant le gouvernement s'obstine à nier leur existence. J'essaye de regarder des images, des choses positives, des choses belles. La question de l'utilisation du LBD 40 est remontée jusqu'au Parlement européen qui a condamné l'usage excessif de la force contre les manifestants pacifistes. Chacune de ces armes sont cataloguées matériel de guerre par le code pénal. La France, dans le maintien de l'ordre, utilise du matériel de guerre contre des civils. Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme ont dénoncé à plusieurs reprises la violence exercée contre les Français. Et Castaner, le voyou qui joue au poker, le ministre de la Terreur. On vous aime, madame. Il faut appeler l'ONU. Oui. Nous devons appeler l'ONU tout de suite.
Avant finalement de voir l'ONU se saisir du dossier, la haut-commissaire aux droits de l'homme affirme se soucier de la situation en France et demande l'ouverture d'une enquête. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. La meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. La grande question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette opération onusienne? Qui essaye d'essayer de salir un peu plus le gouvernement français? La réponse d'Emmanuel Macron, c'est la force. On a bien l'intention de continuer à lutter contre l'utilisation de ces armes et la répression policière de façon générale, quoi. Oui, c'est extrêmement grave. Donc je pense, oui, effectivement, qu'il y a une instrumentalisation de l'ONU. Et pour l'instant, comme Serge, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une manipulation politique. Parce que, je vous le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public, ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. C'est ce silence qui vraiment ronge l'État. Tous les gens qui pourraient peut-être faire évoluer les choses, ils font rien du tout. S'ils sont sympas, s'ils sont respectueux, s'ils ont une once d'humanité, si c'est des êtres humains tout court, au lieu d'être des monstres froids, des machines sanguinaires au service du 1%, ce que je crois, mais peut-être que j'exagère, dans ce cas, s'ils sont humains, ces mecs, à force de vous voir manifester, de vous voir faire tabasser la gueule, ils finiront par dire oui. Moi, je crois qu'ils sont prêts à tous vous crever. Parce que c'est exactement leur fonction. Vous feriez probablement pareil à leur place, d'ailleurs. C'est même pas tellement... Je pense pas que les Gilets jaunes aient une humanité supérieure. Ils sont juste nés du mauvais côté de la barrière. On veut une justice, c'est-à-dire on veut déjà être reconnu comme victime d'une agression injuste, parce que c'est ce qui est, d'une agression illégale pour la plupart, parce qu'on se fait tirer dans le visage, donc c'est pas légal. Après, des petites gens comme nous, on se fait casser les dents, on se fait crever un œil, mais ils le savent pas, ils s'en foutent. La non-réponse du gouvernement qui serait une violence, tout ça je veux bien l'entendre. Non, c'est ça la violence du gouvernement. Mais attendez, au bout de 2 mois et demi, il y a 70 000 personnes qui subissent un chômage partiel. Le gouvernement est obligé de débloquer 35 millions d'euros. Ce chômage partiel touche à 93% des PME. C'est d'une grande violence. 70 000 personnes qui sont au chômage partiel. Il y a quand même des centaines de voitures qui ont été brûlées en France. Et quand vous avez ces soi-disant gentils gilets jaunes qui sont tout autour à rigoler et qui y vont et qui trouvent ça vraiment super, ceux qui sont vraiment en colère, qui ont manifesté pour obtenir quelque chose sont déjà partis dans ces cas-là. Oui. Ceux qui restent, ils restent autour. Et ils les encouragent. Et ils le font. Ah, c'est vachement marrant. Ils sont aussi responsables que celui qui a mis... Au lieu de traiter le problème, le gouvernement fait passer la loi dite anti-casseurs, renforçant le pouvoir des policiers en première lecture le 5 février dernier. Cette loi, c'est une loi pour permettre à ceux qui veulent sincèrement manifester de pouvoir toujours le faire. Filmez les autres, au lieu de nous filmer, connasse. Vous m'avez dit connasse? Oui, parce que tu nous filmes, filmez les autres. Pas de soucis, c'est filmé. Oui, la photo, dis-nous que j'ai la photo. Non, c'est filmé. Filmez ceux qui nous connaissent, là. Espèce de cochon, là. À cause de vous, on est obligé de couper les libertés. Couper les libertés? Quelle liberté? Je vous remercie, madame. Quelle liberté? Anarchiste, gauchiste. T'es contre la démocratie, toi. Est-ce que le préfet pourra interdire des manifestants, les manifestations à certaines personnes? Aux casseurs, oui. Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption. Bon, on va lui interdire des raisons sérieuses de penser, mais qui apprécie les raisons sérieuses, l'autorité administrative, allons-y, de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues? Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Je suis dans une famille qui a vécu cela. Mon père a été proscrit. Il a été poursuivi par la police de Vichy. Vous voyez? Donc il faut réfléchir un peu. Vous voyez?
Il a été qualifié de terroriste, alors qu'il était un patriote. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Et donc, quand vous commencez à toucher aux libertés publiques, il faut faire bien attention. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez, et quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues, alors c'est une pure folie que de voter ce texte. Oh, vous savez, je crois qu'un régime autoritaire... Il y a un risque, non? Vous savez, un régime autoritaire, il ferait fi des lois et de notre Constitution. Mais nous, notre objectif, justement, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas demain un régime autoritaire dans notre pays. C'est vraiment la bêtise. C'est vraiment la bêtise majoritaire, quoi. Voilà. Il n'y a aucune intelligence, il n'y a aucune finesse, il n'y a aucun sens des responsabilités. On s'assoit sur tous les grands principes. Si on lève l'anonymat, on a aussi le risque qu'un certain nombre de personnes dans d'autres pays, ne puissent plus aller sur les réseaux sociaux pour éventuellement contester des régimes qui ne sont pas aussi démocratiques que le nôtre. Dans un pays comme la France, on n'a pas besoin d'avoir recours à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Dans d'autres pays, on peut en avoir besoin parce que sans anonymat, on ne pourra pas dire ce qu'on pense, ce qu'on vit et parfois les souffrances qui sont celles d'autres citoyens. Je crois plus en la liberté. Moi, je me sens plus libre dans ce pays. Ah, ça va mieux là. Ça va mieux. Et donc, si je sais gérer la distance et si j'ai suffisamment de policiers, j'ai pas de problème de violence. C'est une clé essentielle. Devant cette pharmacie, un cordon de CRS et un couple, ici cerclé de rouge, ils ne portent pas de gilet jaune. La femme parle avec plusieurs policiers. Un échange verbal qui semble véhément quand soudain, l'un des CRS lui assène un coup. Elle est alors tirée en arrière par les policiers, puis molestée pendant plusieurs secondes. Sincèrement, ils n'ont jamais fait face à autant de violence et ils le font de façon proportionnée. Antoine était borgné à vie. Il était simple passant quand il a reçu un tir de LBD 40 en pleine tête. Là où j'étais, autour de moi, moi-même, je voyais pas de policiers, je voyais pas de CRS. C'est pour ça que d'ailleurs, je me sentais encore moins en danger, quoi. Malgré les protestations des manifestants, elle se retrouve au sol à plusieurs reprises. Tout autour, les cris d'indignation redoublent. Des secouristes tentent d'intervenir. Pour faire reculer les passants, les CRS font usage de gaz lacrymogène. Je me suis retrouvé isolé. Le temps que je comprenne que j'étais en situation, si je puis dire, dangereuse, je me suis retourné. C'est là que je l'ai pris en pleine tête. Les policiers sont en barrage ferme. C'est ce couple qui va vers le barrage, qui prend contact. Ils étaient vindicatifs verbalement et physiquement. Une version que conteste ce matin l'auteur de la vidéo. C'est pas des manifestants, ils sont pas agressifs, ces personnes, on va dire une soixantaine d'années, entre 50 et 60, quoi. Et on voit bien qu'il y a aucun danger, quoi. Donc pour moi, c'est pas normal, quoi. Donc j'ai voulu quitter le cortège du fait que je suis en fauteuil, je suis vulnérable et je me suis engagé dans une rue perpendiculaire à la rue principale sur laquelle se trouvaient les manifestants que nous étions. Il n'y avait pas eu de problème particulier. Je suis arrivé face à un cordon de policiers. J'ai demandé pour passer, les policiers ont refusé. Donc avec insistance, j'ai demandé pour passer, ils n'ont pas voulu. Un des policiers a dit que je n'avais pas apporté de lunettes de protection et donc il m'a arraché des lunettes. J'ai insisté pour les récupérer, il n'a pas vu, il s'est énervé, il s'est retourné, il m'a gazé. Donc la réponse proportionnée dont parlent Castaner et Philippe, c'est du bluff, c'est du pipeau, c'est du grand n'importe quoi. Les policiers font leur travail remarquablement. Moi, j'en ai assez d'entendre parler en permanence de violence policière. Parce que violence policière, ça donne l'impression que les policiers viennent avec l'intention d'être violents. Ça n'est pas le cas. Allez, vous partez, je veux pas voir ici. Ah oui, je vais partir. Doucement, doucement. Oh, putain, aïe. Je prends juste des photos, putain.
Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. On m'a sonné plusieurs coups de matraque télescopique. Donc j'ai déclaré que j'étais de la presse, que je faisais mon métier. Ils m'ont répondu qu'ils en avaient rien à faire et ils ont continué à me sonner de coups jusqu'à ce que je perde connaissance. Mais, attendez, je vous dis pas qu'il n'y a aucune faute qui a été commise. La radicalisation, je la crains dans les rues chaque samedi. Je voudrais pas vous rappeler ce qui s'est passé le 1er décembre, le 7 décembre, mais hélas, même si les choses ont changé en termes d'image, la violence, elle est tous les samedis dans la rue. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Filmé de l'intérieur, une jeune adjointe de sécurité et son collègue plus expérimenté. Ils sont victimes de jets de projectiles de toutes parts. On est pris à partir par les manifestants. Coincés dans la circulation en pleine manifestation des Gilets jaunes, Vas-y, avance. leur fourgon se retrouve pris pour cible. À l'école, CRS et gendarmes mobiles sont formés selon une doctrine héritée du 19e siècle, celle d'un sociopsychologue, Gustave Le Bon. Qu'est-ce qu'une foule? Une agglomération d'hommes, qu'ils soient 12 ou 2000. Dans certaines circonstances, ces hommes perdent leur personnalité individuelle. La masse qu'ils forment adopte une nouvelle psychologie. Des caractères nouveaux se dévoilent. Une âme collective apparaît. Pour M. Le Bon, une foule de manifestants est par essence homogène et indivisible. Elle n'agit que sous l'impulsion d'un leader. Sauf qu'aujourd'hui, les manifestants ont des profils très variés et ne défendent pas tous les mêmes causes. C'est finalement en étant traités comme un bloc homogène qu'ils risquent de s'unir contre leur ennemi commun du moment, les forces de l'ordre. Les manifestants et les CRS, cessez de vous battre. Cessez de vous battre. Discutez, argumentez, la violence ne résout rien. Discutez et choisissez paisiblement, tranquillement, le premier politique ou le premier patron du CAC 40 que vous allez fracasser ensemble. Tout simplement. Est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes vont entrer dans l'histoire? C'est-à-dire, je crois pas, vraiment. Mais si je réponds ça, j'ai l'impression de mépriser les Gilets jaunes en disant ça. Mais je pense que l'histoire, elle est marquée par des grands hommes. Et Emmanuel est fascinant. Tout l'est chez lui, son parcours, son intelligence, sa vivacité, sa puissance physique même. Vous rencontrez rarement des hommes extraordinaires. Cet homme est extraordinaire. Il a une énergie folle, un président déterminé, un président ambitieux, un président courageux, simple dans son comportement, simple dans son quotidien. Il est d'une intelligence rare. Il est d'une culture étonnante. C'est pas parce qu'il est président, c'est pas parce qu'il est cultivé, et vous savez qu'il l'est plus que la moyenne, qu'en même temps il doit s'interdire l'usage de certains mots. Des grands moments historiques. 1968 est rentré dans l'histoire française parce qu'on a changé totalement le regard sur la vie. Et que la revendication, c'était pas de dire je veux pas payer 4,5 centimes de taxes sur le plein de diesel, même si c'est une difficulté. On disait il faut de la liberté, il faut traiter les enfants différemment. Bon, on va continuer, c'est très bien, c'est très bien. Moi, mes parents étaient sûrs que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Vos parents, ils ont des doutes, ils ont des inquiétudes. Parce qu'on voit que notre société, elle devient plus pauvre, plus moche. I'm happy. Parce que l'économie, le libéralisme tel qu'il s'est mis en œuvre, on s'aperçoit qu'il ne profite pas à tous. Il crée de la richesse,
mais c'est certains qui prennent toute la richesse et d'autres qui en profitent pas. Et donc c'est pas sain. Là, il y a un moment historique. La manifestation des Gilets jaunes, à mon sens, n'est pas un moment historique.